On a créé Phaéton en 2014. L'idée était partie du constat qu'aujourd'hui on est pris dans un étau où d'un côté il y a une ultra-vulgarisation médiatique au sens large, où on met tout sur le même niveau, le résultat du match de foot, la météo, le génocide, une pub au milieu, le résultat des élections, le fait divers, le drame, le comique. Ça, c'est un côté de cet étau. Et en contrepoint de ça, il y a une ultra-spécialisation avec des scientifiques qui se lisent entre eux, avec des revues spécialisées. Et entre les deux, les hommes de bonne volonté sont pris dans cet étau. Et comment s'en sortir ? Et on s'en sort, je pense, par l'universalisme. On met de plus en plus de côté aussi la poésie. Et ce qui était important, c'était de dire que tous les savoirs doivent se mélanger et que la poésie ne peut pas se mettre de côté. Donc l'idée, c'était de présenter par une revue annuelle que l'on a construit comme un cabinet de curiosité. Et la revue Phaéton, elle est née de cette idée-là, la volonté de décloisonner les savoirs. Je m'appelle Pierre Landette et je suis directeur de publication de la revue Phaéton. Phaéton, une revue pluridisciplinaire pleine de mystères qui fête ses 10 ans en 2024 avec son numéro 10 intitulé X. Est-ce une revue bordelaise ? La réponse de Pierre Landette est non. Ses créateurs sont de Bordeaux, c'est vrai, mais il explique, vous l'entendrez, que Phaéton est né à Paris, une histoire de rencontre. Qu'est-ce qu'une revue pluridisciplinaire ? Quels sont ses contributeurs ? Que trouve-t-on dans cet ouvrage soigné de 300 pages, au papier chaleureux et aux couvertures épurées et originales ? Est-ce une revue de vieux ? Faite pour les vieux, tant l'époque est à TikTok ou autres réseaux sociaux à l'envers de l'univers de Phaéton. La réponse est non. Pierre Landette revendique les jeunes auteurs demandeurs d'être publiés dans la revue. Enfin, Phaéton est-elle en quête de signatures célèbres dans une optique élitiste que l'on pourrait croire, en étant néophyte comme je le suis, être de bon ton dans ce type d'édition ? Eh bien, une fois de plus, la réponse est non. Dans ce podcast, vous allez découvrir toute une aventure humaine et humaniste expliquée par Pierre Landette, au nom de tout un comité de rédaction et de très nombreux contributeurs. Mais tout d'abord, pourquoi ce nom, Phaéton ? Phaéton est le fils de Céphale et de l'Aurore. Aphrodite a trouvé l'enfant très beau, alors elle l'a volé et elle l'a placé au sommet du ciel, et c'est l'étoile double d'Aphrodite qui brille sous deux aspects, Hespéros et Phosphoros. C'est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Phaéton restant éclairé en permanence, malgré la nuit noire, il y a une lumière, et cette lumière, c'est le savoir, c'est le gage du salut de l'âme, c'est l'apprentissage, le savoir, la transmission des savoirs. C'est une revue totalement pluridisciplinaire. Je pense qu'on peut retrouver le sens des choses par la pluridisciplinarité, et peut-être que tout commence par le rêve et la poésie. Donc si on met la poésie à part, que vaut le savoir sans le rêve ? Au cœur de la revue, on a replacé un cahier de poésie qui est double, avec une partie thématique, qui est le fil rouge annuel de la revue, et une partie de poésie contemporaine qu'on a appelée Merle Blanc, avec une publication annuelle de poètes contemporains, et on sélectionne 25 textes de cette anthologie thématique et 25 textes de poésie contemporaine. Le premier thème qu'on a choisi en 2015, c'était l'engagement. L'engagement, parce que c'était la volonté de montrer par la poésie que l'engagement dans l'appréhension des savoirs est quelque chose d'assez fondamental finalement. Pour le salut de nos âmes, le savoir est au cœur de ça. Pierre Landette est avocat et écrivain. Le comité de rédaction de Phaéton se compose de Marie-Claude Bélis-Bergougnan, professeure honoraire des universités en sciences économiques, de Marie-Josée Cameleire, ingénieure en sciences humaines, et de Suzanne Robert, comédienne.
La poétesse Marie Logerie collabore aux pages du cahier de poésie Merle Blanc. Grâce à Hélène Regnault, responsable du site internet, vous pouvez consulter gratuitement sur revue-phaéton.fr les exemplaires des années précédentes ou commander la version papier de la revue. Mais s'il est une équipe considérable, dont les membres ne se rencontrent jamais ou presque, c'est celle des nombreux, très nombreux contributeurs qui enrichissent l'esprit de Phaéton. Au départ, c'était des gens qu'on est allé chercher. La revue Phaéton existe donc depuis 10 ans et commence à être un peu connue quand même. Maintenant, on a quand même des contributeurs spontanés en histoire, en sociologie, en philosophie, en droit, en littérature. Donc on a commencé avec l'engagement. Le 10e numéro, on l'a appelé X, chiffre romain. X, c'est plein de choses. C'est une revue pluridisciplinaire. Donc le X fait partie de la pluridisciplinarité, c'est intéressant. Après l'engagement, on a édité un cahier de poésie consacré aux poétesses de tous les temps, de Sappho à Marilyn Monroe. Ensuite, on a une anthologie de poètes de la Grèce. Ensuite, l'animal, la mer, une anthologie de poésie espagnole qu'on a appelée Espagnas, correspondance entre écrivains, la chanson française et le X. Cada día, cada día, cada día. Qué terrible cada día. Qué terrible por la madrugada. Qué terrible cada día, cada día. Que me lleva, que me... Nada, cada día, cada día. Cada día que nochea, cada día nada, nada por la madrugada. Cada día fuera. Le but du cahier thématique, c'est précisément de permettre à des lecteurs d'aller au-delà de ce que l'on présente. Et le cahier de poésie Merle Blanc, qui est une édition de poésie contemporaine, on a un peu plus de 250 poètes édités en 10 ans, ce qui est pas mal. Et on a décidé depuis quelques années de travailler avec d'autres revues. On a travaillé d'abord avec le Nouvel Athanor, qui est une ancienne revue qui avait été fondée par Jean-Luc Maxence et Danny Marc, avec 30 années d'édition, deux très belles anthologies de poésie à cheval sur les 2 siècles. Ensuite, on a travaillé avec une des plus vieilles revues françaises, qui est l'Atelier de poésie Cognac, montée dans début des années 70 par une poétesse de Charente qui s'appelait André Maric. Ensuite, on a travaillé avec une revue marseillaise qui s'appelle Phénix, qui est une très très belle revue. Et dernièrement avec la revue Sigilla, qui est une revue consacrée au secret. Et la prochaine contribution, ça sera avec les éditions de la Crypte dans les Landes. Donc, on nous adresse une sélection de poètes assez conséquente, peut-être 150 à 200 textes, et nous on n'en prend que 25, donc on fait une anthologie d'anthologie, un best-of de best-of. Mais ça nous permet de maintenir sur la poésie contemporaine un niveau d'abord de participation avec d'autres éditeurs de revues, donc un échange intellectuel permanent, et puis de maintenir un certain niveau de qualité dans l'édition des poètes et des poésies. Lune de miel humide, reflet captif de l'eau, tout ce qui reste de mon âme. La fête de tes yeux, carton chiffon, orné de lune, et ta gueule, l'orca. Ce qui est très intéressant aussi dans le travail tel que moi je le constate depuis une dizaine d'années, c'est que les contributeurs, ce sont des gens qui nous offrent leur mystère, en fait. Et finalement, c'est pas si loin de la poésie non plus. Et quand on a des contributeurs scientifiques sur des thématiques assez rares, ce sont des gens qui ont des compétences très importantes dans leur domaine d'activité, mais qui nous offrent leur mystère. Et je trouve que c'est très beau d'offrir aux autres ses propres mystères. Je pense par exemple à Cédric Giraud, un spécialiste des mystiques du Moyen-Âge et qui a écrit un article sur la médiation du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, qui a édité aux éditions La Pléiade chez Gallimard les mystiques du Moyen-Âge. Je pense à un scientifique qui s'appelle Jacques Lingue, un spécialiste de la matière molle. Donc c'est à la fois drôle, mais c'est exceptionnel parce que il dit que entre la matière solide, la matière gazeuse, la matière liquide, il y a une autre matière dont on parle jamais, c'est la matière molle. Bah, il parle de la mayonnaise, quoi. En fait. Et je trouve ça c'est extraordinaire, mais de façon très scientifique. Hein. C'est très très sérieux, même si le titre est drôle, puisque il a intitulé son article "L'éloge de la mollesse".
Donc ça, c'est très intéressant. On a également un article de Rodolphe Vigne, qui est professeur de médecine neurochirurgien, qui est un passionné de poésie et qui a écrit un article sur Rimbaud et la synesthésie, où il décrit les modalités possibles de soins par les couleurs. Je crois qu'il n'y a pas de différence de nature entre un article scientifique qui nous offre ses mystères et un poète qui nous offre ses rêves. C'est la même chose finalement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense à quelqu'un qui est décédé aussi, qui était Gérard Boulanger, qui était à l'initiative du procès Papon et qui a écrit la biographie de Jean Zay. Donc Jean Zay est entré au Panthéon. On a publié également un article sur Pic du Midi, avec la volonté que l'équipe responsable de l'Observatoire, l'idée de classer la voûte étoilée et les étoiles au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, on a atteint des sommets quand même, parce qu'on est au Pic du Midi et puis on parle des étoiles, donc de Phaéton finalement. Et Phaéton devrait être classé au patrimoine mondial de l'humanité, sans douter. Phaéton a publié des centaines de poèmes et d'articles en 10 ans. Cette revue annuelle et pluridisciplinaire cherche-t-elle les grandes signatures? Est-elle élitiste? Aussi, si elle a été créée à Bordeaux par des Bordelais, est-elle bordelot-bordelaise? Pas du tout une revue bordelaise en fait. On est à Bordeaux, mais on pourrait être sur la Lune, ça serait pareil. On a consacré un numéro à Bordeaux, qu'on a appelé Passage à Bordeaux. Parce qu'une fois, j'ai assisté au Printemps des Poètes, à un salon de la poésie, avec des tas d'auteurs étrangers vivant à Bordeaux et qui exprimaient tous lors d'une conférence le plaisir qu'ils avaient de vivre à Bordeaux, que Bordeaux était quelque chose d'inspirant pour eux. Ils ne se connaissaient pas forcément entre eux, il y en avait un japonais et puis un ivoirien et un chilien, ils ne se connaissaient pas, mais ils avaient tous ce même plaisir à vivre, à respirer et à écrire à Bordeaux. Et c'était ça qui était intéressant. Donc on a fait un numéro spécial Passage à Bordeaux à cause de ça. Pas parce qu'on est de Bordeaux. On peut publier n'importe qui. C'est pas important ça. On a des signatures. Enfin des signatures des gens connus. Mais c'est pas très important ça. Ce qu'on recherche, c'est la qualité d'un texte, ou un propos pertinent, ou un dessin pertinent. Depuis le début, on fait un questionnaire de Proust parce qu'on met en avant un talent, connu ou pas connu d'ailleurs. Alors pour les plus connus, c'est Hervé Le Tellier qui a répondu, Maurice Cyrulnik, Marc Minkowski, grand chef d'orchestre, Emmanuel Mouret pour le dernier, cinéaste, Concha Castillo, Brice Nougaret qui est un cuisinier, un grand cuisinier. On a même fait un questionnaire de Proust pataphysique avec un philosophe Candide d'Argentlieu. Un personnage qui n'existe pas, qu'on a inventé et qui répond au questionnaire de Proust avec des réponses complètement pataphysiques. Donc on ne recherche pas, non, pas la signature. Enfin, s'il y a une signature, tant mieux. On a même édité Boilem sans salle, qui vient d'être arrêté en Algérie. C'est une signature. Et quelle signature? Et il vit un sort tragique aujourd'hui. Donc ça c'est intéressant peut-être de le republier, parce que c'est un combat aussi. Le savoir est un combat permanent. Ça prend une année de fabrication quand même. On se réunit à peu près tous les mois, on se répartit le travail en fonction des goûts de chacun ou de la volonté que chacun a de présenter tel ou tel auteur. On a la chance aussi d'avoir Suzanne Robert dans notre comité de lecture qui, pour chaque présentation de la revue, comme elle est comédienne, elle lit des passages de la revue Phaéton et ça permet au public d'apprécier un texte, ce qui ne serait pas forcément possible parce que faut savoir lire. La densité derrière le bois, orage muet. Derrière le bois explose la rétine.
Le silence d'un flash, c'est comme un lac vidé. Le vacarme des arbres, c'est comme un lac aussi. Lumière absente, vertu soudaine, rais d'ombre lasse, négatif d'arbres, densité. Fissures amidonnées de poudres opaques, calme, plat, translucidité vague. Ah, qu'elle est lourde à tenir la folie quand elle passe. Je sais les arbres, la lumière, la douceur de la pluie qui assèche, la lourdeur de l'absence d'une main sur l'épaule, le murmure d'une voix. Je sais tout ça, les couleurs de la nuit. Je sais ne pas dormir, la densité du vide. Derrière le bois, orage muet de ma rétine déchirée. La poésie et ses silences, l'éclat ou la douceur parfois lente des mots, la chaleur d'un tableau que l'on regarde longuement, la profondeur d'une photo qui interpelle et arrête notre regard. Dans les pages de feuilleton se mélangent les savoirs qui invitent à prendre le temps. À l'heure des réseaux sociaux, du zapping frénétique sur TikTok, des petites phrases courtes et incisives sur X, ex-Twitter, des selfies sans texte sur Facebook, lire une revue telle que Feuilleton, est-ce dans l'air du temps, dans le nouvel ordre des choses ? Ou, par son format papier et ses 300 pages, la revue n'est-elle pas désormais un loisir de vieux ? Pourquoi ? Pourquoi la volonté de diffuser le savoir concernerait les vieux ? On édite plein de jeunes poètes. C'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs d'éditer des jeunes poètes que des vieux. Et on a fait un test sur une revue avec des écoles primaires. On a fait un concours de poésie auprès d'enfants qui avaient entre 8 et 12 ans. Et on a publié 3 textes. Et c'est des enfants qui se sont exprimés dans un français poétique absolument remarquable. Il n'y a pas d'âge pour aimer les arts, la poésie, la littérature, les sciences. Non, je crois qu'il n'y a pas d'âge là-dedans, non. On a beaucoup de jeunes auteurs qui nous sollicitent. Là, dernièrement, j'ai eu un jeune metteur en scène qui m'a appelé hier, qui habite à Marseille, et qui a lu la revue Feuilleton grâce à la participation qu'on a eue avec la revue Phoenix, et qui m'a sollicité pour savoir si on pouvait éditer un extrait d'une pièce de théâtre qu'il est en train de monter. C'est un gars qui a 25 ans. Et puis, parmi la jeunesse aussi, on a publié dans le dernier numéro un article vraiment très intéressant de Hugo Vignal, qui est un jeune avocat, qui a été finaliste du concours de plaidoirie au Mémorial de Caen, et qui avait choisi comme thème pour sa plaidoirie, en défense, l'avortement en Andorre. Les femmes d'Andorre, l'avortement leur est absolument interdit, de façon pénale. Mais l'Andorre a une situation institutionnelle très particulière, puisqu'on est entre la France et l'Espagne, c'est une coprincipauté avec 2 coprinces. Premier coprince, c'est le président de la République française, et le deuxième coprince, c'est l'évêque d'Urgell, en Espagne, qui donc se partagent le pouvoir. Et au moment où on a inscrit dans la Constitution française le droit à l'IVG, rien n'a été dit sur l'interdiction de l'avortement en Andorre. Donc il a écrit un article là-dessus, c'est un garçon qui est avocat et qui a 26 ans. Le silence assourdissant du vol des goélands garonnent sur la rive rousse et verte des blocs de béton gris. S'envase une écume lourde. Le sommeil, ses rêves éphémères, où de grands oiseaux blancs tournoient lentement autour d'une ombre claire que le soleil poisonne. Un arbre mort, une île au large, et puis plus loin des peupliers. Le silence assourdissant se pose sur la ville où de longs vaisseaux blancs à quai s'illuminent. Dans la chaleur noyée, la vague est immobile.
un air au parfum sucré, l'odeur des acacias en fleurs. Je rêve de ce rêve où de grands oiseaux blancs m'emportent au firmament, me posent sur l'autre rive, au pied des peupliers qui tanguent au vent léger. Je me réveille dans le silence. Il n'y a pas d'oiseau blanc. Il y a seulement mon ombre qui se glisse vers un autre soleil. La ville qui poisonne la vase et le béton. Silence assourdissant. Le vol des goélands Garonne, Garonne, Garonne. Phaéton est né à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, on a eu, dès le début, on a été reçu par les organisateurs du marché de la poésie Place Saint-Sulpice, à bras ouverts et de manière très chaleureuse. Et ils nous ont vraiment beaucoup assisté dans le fait qu'on puisse être connus, quoi. Ils nous ont vraiment ouvert leurs bras. Et puis au salon de la revue, dans la halle des Blancs Manteaux aussi, on a commencé à présenter Phaéton là. On travaille à Bordeaux, mais on vit à Paris, on respire à Paris. On a fait 3 salons cette année. Le salon des revues en octobre, le salon d'automne dans la halle des Blancs Manteaux. On a fait le salon de l'autre livre, le salon de l'édition indépendante. Et on va faire en décembre là, le salon du livre grec à la Maison de la Grèce à Paris. Et là, je vais présenter 2 livres que j'ai écrits sur la Grèce, puisque j'ai écrit la biographie de Sappho de Mytilène, publiée par Phaéton, et dernièrement un recueil de poésie publié par Phaéton aussi, qui s'appelle Itinéraire, et qui a été traduit en grec, en hébreu et en arabe. C'est un recueil de poésie en 4 langues, avec les 4 grandes graphies de la Méditerranée. Et donc j'ai été invité au salon du livre grec, et on va parler également du numéro spécial sur la Grèce qu'on a édité pour Phaéton. Au bout de 10 ans, la revue Phaéton tient bon. Pourtant, malgré le bénévolat du comité de rédaction, des poètes et des contributeurs, se rajoutent aussi quelques droits d'auteur, le prix du papier et de l'imprimeur. Quid de la diffusion ? Et dans ce monde de rendement et d'argent, est-ce difficile de tenir financièrement ? Ça n'est pas du tout, parce que on est financé par les achats de Phaéton. Je croyais que ça allait être très difficile, parce qu'on est dans une époque où on nous a dit que de toute façon... il y a toujours des briseurs de rêves, hein, c'est comme les mouches. Les briseurs de rêves, on nous a dit qu'une telle revue pluridisciplinaire, avec un cahier de poésie au milieu, des articles scientifiques de toute nature, construite comme un cabinet de curiosité, ça marcherait jamais. Et puis il nous disait surtout que de toute façon le papier c'était terminé, que les gens maintenant lisaient sur un écran. C'est pas vrai. Mais moi, savoir combien de gens lisent Phaéton, ça me fait plaisir si les gens me disent qu'ils sont heureux d'avoir un numéro Phaéton. Et en général, les gens qui sont allés sur Internet, peut-être, ou qui ont connu Phaéton sur Internet, s'ils ont lu un article qui les a intéressés, ils vont venir l'année prochaine au salon, peut-être, et puis ils achèteront la revue, et puis ils achèteront la suivante, etc. Ça, je l'ai vu plein de fois. Qu'ils soient jeunes ou vieux, d'ailleurs. Enfin, on a un numéro ISBN, on est enregistré, et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en réalité, via la centrale d'achat internationale, on a beaucoup d'universités américaines qui nous achètent. Tous les ans. Si je prends l'exemple de mon livre sur Sappho, j'ai livré 15 Sappho à des bibliothèques italiennes et à des bibliothèques américaines ou ailleurs, enfin, l'université de Caen a acheté un livre aussi. Enfin. Donc en fait, ça fonctionne très bien. Mais on n'est pas subventionné tous les ans, on n'a aucune subvention du CNL. Moi, je voudrais aussi, par rapport à ça, peut-être que c'est vraiment important de le dire, en fait, c'est que pour être financé, il faut remplir des dossiers à n'en plus finir pour avoir une petite subvention. C'est-à-dire qu'il faut passer un temps considérable à remplir de la paperasse pour obtenir 300 ou 500 euros de subvention. Ça sert à rien, c'est un temps fou perdu au détriment du reste. Et je trouve ça vraiment regrettable, quoi. Enfin, c'est plus compliqué de remplir un dossier de subvention que d'acheter une mine d'uranium, quoi. C'est vrai.
Depuis 2014, les plumes colorées de Phaéton nous font voyager année après année dans la poésie, la littérature, la science et les arts, la vie. L'universalité est au cœur des auteurs. La revue n'est pas prise dans l'étau entre la vulgarisation des médias ou des réseaux sociaux et l'ultra-spécialisation des savants et sachants de l'entre-soi. Phaéton est libre, une revue drôle, douloureuse, belle, méchante, bienveillante, agaçante, rassurante, un cabinet de curiosité que nous a présenté Pierre Landette, le directeur de publication de Phaéton. Avant de se quitter, n'a-t-il rien oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'espère qu'on va continuer et que l'aventure continuera, ça c'est sûr. Et le plus grand plaisir, c'est de rencontrer des gens. C'est vraiment ça. De permettre aux gens de considérer qu'il n'y a pas de barrière entre les savoirs. Moi, c'est ce mélange-là qui me plaît. Mais qui me plaît dans la vie aussi. Parce que Phaéton, c'est comme une personne, finalement. Il y a plein d'aspects de chacun. C'est pour ça que je parlais des mystères. Je crois que tous les ans, Phaéton offre à ses lecteurs ses propres mystères. Et peut-être que Phaéton, ça fonctionne, parce que Phaéton, déjà, c'est un mystère. L'enfant de l'esprit et de l'aurore, donc de la lumière, c'est déjà mystérieux. Et si on arrive avec ce symbole très fort à offrir d'autres mystères à des gens qui ont envie de participer à ce projet, de le faire vivre et de le voir progresser et être un peu pérenne, ça voudra dire que le pari est gagné. Merci à Pierre Landette, avocat, écrivain et directeur de publication de la revue Phaéton, une revue à découvrir sur les salons ou sur son site revue-phaéton.fr. Les lectures des poèmes sont extraites du CD des écrits de Pierre Landette, place des Amandiers, qu'il vous offrira bien volontiers quand vous le rencontrerez. Musique d'Alexandre Berne, propos recueillis par Jean-Christophe Cabu. Phaéton, le rendez-vous des mystères, est un podcast natif de Sédition à retrouver dans la rubrique podcast volontaire sur sédition au pluriel.fr.